La semaine dernière, nous avons expliqué, dans un cours très technique et intense, certains en ont perdu des cheveux. Il y a eu des scoops. Partasse à droite. On a expliqué, donc on va pas revenir, parce qu'on avait été jusqu'aux 2 points, donc on n'est pas obligé de revenir sur tout ce qu'on a dit la semaine dernière, juste de bien comprendre que toute notre sugya se bâtit sur le même schéma. C'est vrai, ça nous arrive d'avoir des passages de Gemara qui sont difficiles, notamment celui de la semaine dernière. D'accord ? Ça arrive d'avoir des passages un peu complexes. Lorsqu'on a un passage de ce genre, déjà normalement il faut prendre le temps de réviser, refaire pour que ça soit clair. Quand on n'a pas la possibilité de le faire, alors il faut au moins que la ligne directrice de la Gemara soit claire. Ça, on ne peut pas passer à côté. Qu'on n'ait pas compris des fois des petites parenthèses, qui sont des fois des grandes parenthèses, d'accord, où on a eu un commentaire qui est parti sur le côté, mais qui n'a pas un lien direct avec le fil de la Gemara. Comme Braïta. D'accord, alors ça dépend. Qu'on n'ait pas tous les petits détails du raisonnement, parce que des fois on est parti sur autre chose. C'est bien évidemment dommage, mais quand on sort de ce genre de passage, il faut être capable de retrouver tout de suite le fil. Et le fil, il est relativement simple, parce que on bâtit notre Gemara sur les mêmes principes. Tout le temps, les mêmes principes. Notre passage à nous, d'accord, il est carré, il est hyper carré en réalité. Quelle est l'armature de ce passage de Gemara ? On a les Avot Nezikin. Pour chaque Av, puisqu'on l'a dit dans la Mishnah depuis le début, chaque Av doit tirer sa source de la Torah. C'est le principe. Pour certains de ces Avot, c'est facile parce que c'est écrit explicitement. Pour d'autres, c'est plus compliqué parce que ce n'est pas écrit explicitement. Donc il faut qu'on trouve la source, malgré tout, de la Torah, en clin d'œil, une allusion qui vient sous-entendre le Av en question. Et la question complexe, elle est sur le shor en réalité. Elle est sur le taureau, parce que les autres cas, le feu, le puits, ça c'est écrit dans la Torah. Qu'est-ce que tu vas aller chercher ? C'est clair, c'est écrit. Le taureau en tant que chef de chapitre, il est aussi écrit. Mais maintenant, quand tu m'as dit que le taureau il se décompose en 3, qu'il y a les cornes, les dents et les pattes, là par contre, là c'est pas écrit explicitement dans la Torah. Il n'y a pas écrit que le taureau il a donné un coup de patte ou que le taureau il a été mangé avec ses dents. Donc, pour les cas qui sont complexes, et en réalité c'est pour le taureau, les 3 du taureau, la Gemara posait la question, quelle est la source de la corne ? Quelle est la source de la dent ? Quelle est la source des pattes ? La source de la corne, on avait déjà expliqué. Les dérivés de la corne, on avait déjà donné. Se poser la question, est-ce que les dérivés de la corne ressemblent à la corne ? On avait déjà posé la question. Et on a répondu que oui. Donc la corne, c'est terminé. La semaine dernière, on a posé la question sur les cornes et la dent. Sur les cornes, sur les dents et les pattes. Merci. On peut faire avec Catalina, elle est très belle. Ah. On fera après le show, c'était après, ouais. On a trouvé les sources la semaine dernière de les dents et les pattes. C'est pas explicite, c'était tout notre cours de la semaine dernière, mais on les a trouvés. Une fois qu'on a trouvé les sources, la question qui vient naturellement après, parce que c'est tout le temps le même schéma, tu as trouvé la source des dents, la source des pattes, donne-moi maintenant les dérivés des dents et les dérivés des pattes. Une fois que tu m'auras donné les dérivés,
on se posera la question de savoir, est-ce que les dérivés ont le même din que les avot? C'est tout le temps le même fil directeur. Et ça, même si on ne comprend pas quelques parenthèses, ce fil-là, il ne faut pas qu'on le lâche. Donc, on reprend notre Gemara, page Gimel. On est au dernier tiers de la colonne. On est aux 2 points. Gimel Amoud Aleph. Gimel Amoud Aleph, Gimel Amoud Aleph. C'est bon? Et donc on pose la question. Tolda Deshen Maïhi. On va prendre les avot de manière séparée. On parle maintenant de la dent, donc, chêne. Et on pose la question, quels sont les dérivés de la dent? D'accord, on est aux 2 points. Quels sont les dérivés de la dent? Tolda Deshen Maïhi. Nirtecha bakotel le'anaata. Vetinefa perot lehanaata. Voilà 2 exemples. Si jamais ma bête est venue se frotter le dos contre le mur de mon voisin, et qu'elle s'est tellement frotté le dos contre le mur de mon voisin que le mur s'est effondré, c'est un dérivé de la dent. C'est un dérivé de la dent. Pourquoi? Quelle est la caractéristique de la dent? C'est Hana'a. C'est le tirer un profit. C'est pas la morsure de la bête. C'est manger parce que j'ai faim. La bête a faim. Elle a tiré un profit. C'est gratté, elle a profité. Chazak. Donc, tout ce qui va ressembler à un dégât causé par mon animal, mais à cause d'une recherche de bien-être, ça s'appellera la dent. Ça va se rapprocher de la catégorie de la colonne dent. Donc, si ma bête, elle est en colère et elle va défoncer le mur de mon voisin, ça s'appelle pas la dent. Ça, c'est la corne parce que c'est de la colère. Mais si elle a mal au dos, il y a un truc qui la gratte et qu'elle va se gratter et que le mur tombe, c'est pour son plaisir, son bien-être, et donc du coup ça s'appelle la dent. C'est un dommage qui rentre dans la catégorie et qui va avoir, on verra, les halachot de la dent. Alors, 2 minutes, on va y arriver. Deuxième exemple qu'il nous donne, Tinefa perot le'anaata. Ce cas peut nous sembler un peu bizarre à nous. C'est un animal qui va souiller des fruits, qui va salir des fruits pour son plaisir. C'est quoi le truc? Imagine, je ne sais pas trop, mais ça ressemblerait à, quand on dit pérotte, attention, hein, c'est pas seulement des fruits, ça peut être de la récolte, ça peut être des graines, etc. Faire pipi sur... Elle a vu, non, les anaata, ah pas mal ça, mais non, je pense pas que l'urine elle passe là-dedans. Les anaata, c'est que elle a vu comme ça des fruits, ou d'accord, ou des fleurs, on peut imaginer même des fleurs, hein, des fleurs de mon voisin, le potager de mon voisin, d'accord, et la bête, elle voulait comme ça se prélasser, d'accord, se glisser délicatement dans un nid de fleurs. D'accord? Et donc elle s'est jetée comme ça sur les fleurs. Pourquoi elle a fait ça? Pas parce qu'elle est méchante, pas parce qu'elle était en colère, mais n'importe lequel, une vache. Ouais, voilà, qui vient, qui vient un peu de tendresse dans ce monde de brutes. D'accord? Donc le taureau vient se jeter comme ça sur la récolte. D'accord? Et il a tout arraché en même temps. Puisque, peu importe l'exemple, mais puisque c'est l'ehanaata, c'est ça le principe. Si c'est son plaisir, ça s'appelle les dents. C'est la catégorie qui se ressemble à la consommation. D'accord? Il mange pour un plaisir, pour se faire plaisir, pour en tirer un bénéfice. Question? Quelle différence avec le mur? Ah, c'est le même. C'est des exemples. Pourquoi 2 exemples différents alors? Pour te montrer que le principe de Hana'a, est un peu difficile à définir. C'est quoi la Hana'a? C'est quoi le bénéfice, le bien-être d'un animal? Alors ça peut être j'ai des poux, alors je me gratte. Ou bien ça peut être, alors je sais pas, d'accord, j'ai envie de me jeter sur un lit de fleurs. D'accord? C'est une ana, c'est un tire profit, un bien-être. D'accord? Le bien-être de la bête. Hein? Tinefa, elle salit. D'accord? Donc du coup, quand elle s'est jetée dessus, elle a tout sali. D'accord. Moi, j'ai pas compris comme ça. Ah, dites-moi. L'animal se frotte contre un mur. Ouais. Il se frotte contre un mur. Premier cas, le mur tombe.
Deuxième cas, il se frotte contre un mur et il y a un arbre fruitier ou quelque chose, et en se frottant contre un mur, il a sali les fruits. J'ai pas compris que c'était... Ah si, c'est deux exemples. Ces deux exemples, on le voit clairement. Parce que le mot hana'a revient pour les deux. Il s'est frotté contre un mur pour en tirer un profit, et il s'est sali pour tirer un profit. D'accord, donc c'est clair que ce sont deux cas où c'est lui qui a l'action directe. C'est pas une conséquence du fait qu'il s'est frotté contre le mur que ça salit des fruits. C'est que un premier cas, il s'est frotté contre le mur. Deuxième cas, il s'est jeté sur une récolte. D'accord, donc laissons les exemples de côté. On en tire l'essence, d'accord, de dire que finalement, ce qui est problématique ici, ce qui va se définir comme étant un dérivé de la dent, c'est tout ce qui a un rapport avec le bien-être de la bête. Qui se gratte le dos, qui se jette, peu importe. D'accord, tout ce qui ressemble à cela. À qui revient l'appréciation du type de comportement de la bête? Est-ce que c'est de l'énervement? Est-ce que c'est du... Alors, on est bien d'accord que dans tous les cas dont on va parler, dont on a déjà parlé, dans tous ces cas-là, il y a eu des témoins. Pour aller au Beth Din et dire que cette bête-là, elle a cassé quelque chose, d'accord, il faut qu'il y ait eu des témoins et qui vont aller voir, on dit, ah, je l'ai vue, elle avait, ça se sent, elle avait mal au dos, elle s'est grattée. Le Beth Din va dire, ah, c'est Chêne. Maintenant, tu vas dire, ah, elle était en colère, il y avait quelqu'un qui n'arrêtait pas de la chauffer, et du coup, elle était tellement en colère qu'elle était rentrée dedans. Ah, c'est l'accord. D'accord, ça veut dire que par la parole des témoins, de la même façon qu'on se base sur leurs paroles sur des tas d'autres choses, et bien là aussi, on va se fier au témoignage qui a été rapporté. On évalue le comportement de l'animal. La personne qui a subi le dommage ne peut pas rapporter sur le document, sans témoin. De toute façon, il faut des témoins, c'est clair. Quoi qu'il arrive, c'est clair. Une fois qu'on a donné les toladot, la question, elle est naturelle. Est-ce que les toladot ont le même din que les avot, ou est-ce que les toladot n'ont pas le même din que les avot? On cherche toujours un exemple de Rav Papa. On cherche Rav Papa toujours. Cherchons Rav Papa. A priori, oui. Alors, a priori, Maishna Shen de Yeshana Aleaziko, ou Mamoncha, ou Shmirato Alecha, Hanenami, Yeshana Aleazikan, ou Mamoncha, ou Shmiratan Alecha. On a toujours la même formule. On nous dit, pourquoi y aurait-il une différence entre les dérivés et le Hav dans ce cas-là? Quelle est la particularité de Shen? Shen, donc on a dit la particularité, c'est tirer un profit. C'est mon bien, c'est ma bête, et j'ai le devoir de la surveiller. Eh bien, pour les toladot en question, les dérivés qu'on a donnés, c'est pareil. Elle s'est grattée pour son profit, donc c'est un profit. C'est ma bête, c'est mon bien, et j'ai le devoir de la surveiller. Donc, a priori, les toladot de Shen, c'est le même din que Shen. Comme pour Keren, comme on l'avait dit il y a maintenant quelques semaines. D'accord? Et regardez la conclusion de la Gemara. Et la tolada des Shen, Keshen. Et donc, je suis obligé de dire que les dérivés de Shen, c'est le même din que Shen. D'accord? Il n'y a pas de différence entre les dérivés et le Hav. C'est le même din. Alors la question revient, Vechika Amar Rav Papa. Alors, mais Rav Papa, alors sur quoi il parle? S'il ne parle pas sur la corne, s'il ne parle pas sur la dent, peut-être qu'il va parler sur les pattes. Toledot là, des règles. Exactement. Voilà. Donc regardez comment c'est écrit. Vechika Amar Rav Papa. Et lorsque Rav Papa parle, en me disant qu'il y a des toladot qui n'ont pas le même din que les avot, a tolda des règles. Je vous rappelle que le a au début d'un mot en araméen, ça veut dire sur. Donc, ce que dit Rav Papa, c'est sur les cas du pied. J'imagine, puisque je suis en train de les enlever un par un. D'accord? Donc celui qui me reste maintenant, c'est règle. Alors on y va. Tolda des règles maïhi. Ah, exactement, je suppose. Oui, mais. Je suppose. Il n'y a que 3, on a éliminé 2. Attention, ça peut encore être le puits, ça peut être le feu, on va tout analyser, on va aller jusqu'au bout. Donc, en tout cas, jusqu'à qu'on en trouve. Alors, quels sont les toladot de Régel? Zika begoufa derech hilucha. Si, par exemple, l'animal passait dans une rue, mais elle n'a pas été consciente de la place, de l'emplacement qu'elle occupait dans la rue, de son volume, de son envergure, d'accord, et en passant, pac, elle casse des trucs. D'accord? En passant. Oui? Question? Donc elle passe, elle casse quelque chose.
Ou bien Besahara derech hilucha. Soit c'est par son corps, donc elle déborde un peu quoi. Soit c'est Besahara, par ses poils, imaginons les poils de la queue, d'accord, elle a sa queue qui se balade, tac, 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 elle a tout balancé à côté. Derech hilucha, regardez le verbe, l'expression revient toujours, en marchant, en passant. Beshalif she'alea, ou bien shalif c'est la charge qui est sur elle. Imagine, tu as chargé ta bête. D'accord, ça déborde de tous les côtés là. D'accord, donc c'est pas elle qui a fait tomber, c'est pas son corps, mais c'est les charges qu'il y a sur elle. Et donc en marchant, à cause des charges, ça a fait tomber des choses qui sont qui appartiennent à des gens, et ça les a cassés. Ou bien, Prumbia chez Befia. Prumbia, c'est, on appelle ça en français, c'est le morse, le mort, M-O-R-S. D'accord, qu'elle a dans la gueule, dans la gueule. D'accord, pour tenir, pour attacher ensuite les cordes, etc. Ouais, c'est ça, pour la diriger. D'accord, donc ça déborde un petit peu, ça dépasse un peu de la bouche. D'accord, donc en passant, tac, ça a attrapé un truc et ça l'a fait tomber. Ou bien, quatrième exemple, Bezog chez Betsavara. Ou bien avec la cloche qui est accrochée à son cou. D'accord, les grosses vaches suisses. D'accord, avec la cloche, tac, 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 c'est passé, elle a fait tomber un truc en passant. Et donc, ça, ce sont les toladotes. Donc, on voit que ce sont des choses, elle n'est pas consciente, c'est pas méchant, elle en a tiré aucun bénéfice. D'accord, c'est en marchant. Et donc, une fois qu'on a les toladotes, on va se poser la question, est-ce que les toladotes ont le même titre que les avot? Voilà la réponse. Maishna regel des ekomatsui ou mamoncha ou shmirato alecha. Anenami et zikan matsui ou mamoncha ou shmirtecha alecha. Et la tolda des regel, qu'est regel? Quelle est la particularité de regel? C'est que c'est un dommage qui est fréquent, sous-entendu, elle n'en a même pas conscience, c'est fréquent, elle marche, elle fait tomber un truc. D'accord? C'est ton bien, c'est toujours ma vache, et j'ai le devoir de la surveiller. Eh bien, ce qu'on dit sur Régel, on dit exactement la même chose sur la cloche, sur la queue, sur la charge qui est par-dessus. C'est exactement pareil. Ce sont des dommages qui sont fréquents. J'aurais dû faire un truc. Elle n'est pas consciente, c'est mon bien, et j'ai le devoir de la surveiller. Donc, Tolda des Régel, qu'est Régel. Les dérivés de la pâte, c'est comme la pâte. Donc c'est pas ça encore. Donc c'est toujours pas ça. En passant, avant d'aller plus loin, on a quand même, grâce à ces trois développements, cornes, dents et pattes, on a quand même des choses qu'on doit retenir parce que ça nous servira pour la suite. Les traits de caractéristiques de ces trois dommages-là. La corne, donc, en hébreu, kavanata leazik. Elle a une volonté de causer un dommage. Ça, c'est le trait de caractère de la corne. La corne. Ouais, d'accord, la corne. Kavanata leazik, une volonté de commettre un dommage. La dent, yesh hanaa leazika. Profit. Elle tire un profit en commettant le dommage. Ça, c'est pour la dent. Et la patte, ezeko matsui. Son dommage est fréquent. Matsui, en araméen, c'est quelque chose de fréquent. D'accord, qui revient sans cesse. C'est fréquent. Elle marche, elle casse un truc. C'est quelque chose de fréquent. Mais elle peut casser un truc sans le faire exprès, sans profit, sans intention, oui. Avec sa corne. Exactement. On est bien d'accord, on le répète encore une fois, il ne s'agit absolument pas des parties du corps qui commettent le dommage, mais de l'état d'esprit. Ouais. Et donc du coup, ça peut être fait avec ses cornes, mais ça s'appellera régel. Ça s'appellera régel. Ça peut être fait avec ses dents, mais ça va s'appeler corne, etc., etc. Peu importe la partie du corps avec laquelle c'est fait. Ce qui compte dans tous ces principes-là, c'est d'en dégager l'essence et de savoir que c'est l'essence qui compte, c'est l'état d'esprit. Soit je suis énervé, soit j'ai faim, soit je le fais en marchant. Oui, bien sûr. Dans tous les cas, c'est l'animal qui est entre guillemets responsable du nage. Bien sûr. Oui, mais comme elle n'a pas de compte en banque, c'est son propriétaire qui va payer. Okay. Non, parce que dans le dernier cas, juste les d'autres par rapport aux pattes, ouais. On dit il y a un truc qui porte sur les épaules et qu'elle juge mal, elle passe à travers une rue. C'est pareil, c'est pas l'animal. T'as raison, mais concrètement, de toute façon, qui c'est qui va payer? C'est le propriétaire. Mais est-ce que ça va s'appeler quand le propriétaire a chargé sa bête? Est-ce qu'on va dire au propriétaire, monsieur, tu es responsable parce que c'est toi qui fais tomber l'objet?
Ou bien, il n'empêche que c'est ta bête qui a fait tomber l'objet. La responsabilité est partagée, mais c'est toujours les deux. Exactement. D'accord, mais elle ne rentre pas dans la catégorie homme, mais elle va rentrer dans la catégorie bête qui marche. Une corne, il est comme disait Norbert, il passe avec sa corne et défonce quelque chose. Ouais. On est en quelle catégorie? Ça dépend. Alors ça dépend. Si, Caresse ou c'est battu. Si quelqu'un. ah, d'accord. Si c'est quelqu'un ça, l'a mais elle a cherché. marché, c'est les pattes. Ah ouais. C'est les pattes. Si quelqu'un On est l'a bien cherché, d'accord, c'est les pattes. elle est- Si par contre elle est en colère parce qu'il y a un gamin qui n'a pas arrêté de lui tirer la langue, alors là du coup ça va s'appeler corne. Donc corne, patte ou dent, entre guillemets, peu importe. On est bien d'accord. Exactement. On est bien d'accord. Exactement. On est bien d'accord, c'est hyper important. Est-ce que ce qu'on dit sur le taureau est valable pour tout animal domestique? Oui, c'est Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est l'exemple parce que c'est le plus courant. D'accord, Et c'est celui de la Torah. Le champ d'application, c'est l'animal domestique. Oui. D'accord. Tous mes biens. Vous avez vu, hein, quand on a dégagé les principes, on a dit c'est une intention d'endommager par exemple, et il y a écrit c'est ton bien. Donc c'est ton bien. Un animal, ou je ne sais pas ce qu'on pourrait imaginer d'autre, un animal. Ouais. Ça s'applique. Ouais, Ça peut pas voilà. être une charrue, non? Exactement. Ton bien, c'est ton bien qui commet le dommage. En gros, voilà, exactement. L'animal qui commet un dommage avec son équipement, Oui. en fait, il n'y a pas de différence qu'il le fasse tout seul, c'est-à-dire si le propriétaire l'a laissé en liberté, ou bien si c'est lui qui le guide. Grâce à ce qu'on a dit la semaine dernière, il n'y a aucune différence qu'il soit envoyé par son propriétaire ou qu'il y soit parti tout seul. Ça, c'était le cours de la semaine dernière qui nous a permis de dire ça. Mais est-ce qu'il est possible qu'on ne puisse pas faire la différence entre les trois? Par exemple, le propriétaire veut diriger la bête. D'accord, mais il Ça a... la gêne, ouais, mais ça la gêne, donc elle tire profit en se déplaçant parce qu'il y a quelque chose qui la gêne. Ah, parce qu'elle s'est grattée, Elle truc. s'est grattée, et en se grattant. Bon, j'imagine que c'est le devoir du Beddin après. T'as raison, mais j'imagine que parmi les devoirs du Beddin, il devra... Oui, parce que pour qu'un Beddin puisse accuser quelqu'un, il doit lui exprimer quelle est sa faute. Un Beddin a le devoir d'exprimer quelle est la faute. Exactement, tu peux pas dire... Non, c'est pas possible. Le Beddin, non, il doit justifier, d'accord, son din. Et donc il doit dire, je te rends passible de payer telle ou telle chose parce que ça s'appelle la corne, ton dommage. D'accord, c'est le devoir du Beddin. C'est pas que pour les dommages, c'est pour tout le reste. Même pour la transgression de Shabbat, etc., etc. Quand le Beddin vient accuser, il doit dire, tu es responsable de ça en particulier. Ça implique que le cas est très complexe pour pouvoir déterminer d'où vient le problème, on peut pas trancher. Il doit, j'imagine, aussi exister des cas donc, où les témoins, on arrive à les faire parler et à établir quel est le contexte, etc. D'accord. Et peut-être même qu'il y a des cas où la parole des témoins n'est pas recevable. Peut-être. D'accord. On va leur dire, on est désolé, vous n'êtes pas capable de nous dire exactement ce qui s'est passé. Or, on est obligé de savoir, d'avoir les éléments pour trancher le jugement. Juste par le biais de la corne, de la patte, de la dent, on peut avoir le même dommage. Oui. Et le fait que ça vienne par exemple de la corne, le din sera différent. Alors même que le dommage est le même. Ah ouais, non? Pour la corne, oui. En termes Parce que Pour les deux autres, parce que les Pour la corne, oui. Pour les deux autres, non. parce que il peut pas les. Non, même là-dedans, on avait dit. Même là-dedans, on avait dit. Justement. Si elle était énervée à la mort de quelqu'un, c'est casse aussi. Exact. Voilà. Mais ça s'appelle corne. Ça s'appelle corne. Ça s'appelle corne. Ça s'appelle Voilà, corne. exactement. Mais la corne a cette particularité que n'ont pas les deux autres, c'est que la corne, la première fois qu'elle encorne, je paye que la moitié du dommage. Deuxième, troisième. Alors que pour la patte et la dent, je paierai tout de suite la totalité du dommage. Est-ce que le dommage lui-même, pardon, excusez-moi, le dommage lui-même, admettons que ce soit le même dommage dans le cas du chêne ou du régal, Ouais. le dégât est le même. Est-ce que le dommage, Le dédommagement sera le même. Sera le même. Oui. Alors quel intérêt de distinguer chêne et régal dans ce cas? Si c'est la même, si c'est le même dédommagement, ça n'a intérêt que si on pourrait avoir deux catégories, le keren et tout le reste. Moi, j'ai l'impression qu'on distingue. Je vois ce que vous voulez dire. Le dédommagement n'est pas le même. Si c'est via le CAS, ça sera peut-être double. Alors, attendez. Alors, une seconde. Mais tu ne peux pas distinguer. Alors, allez-y, bien sûr. Répondre à sa question. Mais avec Tu ne plaisir. peux pas distinguer. C'est le cas qu'on a déjà vu. Comment est-ce que tu peux distinguer la colère si tu n'es pas capable de distinguer les autres? C'est-à-dire que si tu as une situation, si tu mets ensemble
le matsui et le hana, tu ne peux plus distinguer la colère parce que tu as besoin d'avoir les deux pour pouvoir dire que c'est la colère. Ce qui veut dire, c'est qu'une fois que tu m'as dit qu'il y a Keren, qu'il y a un din très spécial de payer la moitié du dommage, chose que l'on ne dit pas pour Régel et pour Shed. Donc pourquoi faire 3 cas? Alors, on a une réponse. On ne l'a pas encore entre les mains, mais on l'aura. Parce qu'il y a des dynimes sur le paiement, il y a des dynimes qui vont changer. Premièrement, entre le domaine d'application, il y a des dynimes qui sont particuliers, et sur ce que je dois payer. C'est-à-dire, je vous donne juste un cas. Que se passe-t-il si le dommage que je dois rembourser est plus élevé que le prix de ma bête? Est-ce que le dédommagement est bloqué, est limité au prix maximum de ta propre bête? Est-ce qu'on peut imaginer que ta bête crée un dommage que tu dois rembourser plus que le prix même de ton taureau? C'est évident. C'est évident. Il est responsable sur ses à titre personnel. C'est évident. Ça dépend. Eh bien, vous verrez que c'est pas évident. La Gemara nous dira que c'est pas évident. C'est bientôt, c'est juste la page d'après. Il y aura des domaines d'application où il faut faire, ça sera limité au prix du taureau. Un vase en cristal, monsieur. On verra. On y arrivera. Pour l'instant, on n'a pas encore les éléments. On y arrivera. Je donne un exemple. Vous avez un homicide volontaire et un homicide involontaire. Attention, sur l'homicide, c'est différent. Oui, mais c'est traduit pour illustrer en fait. La conséquence est la même, c'est la mort de quelqu'un, Ouais. mais le dîme n'est pas le même. Sur l'homicide, ça sera le même. Oui, vous avez compris en fait par rapport si ça vient de la corne, si je J'ai compris ce que vous dites. via la corne. J'ai compris ce que vous dites. Alors, on verra. Regardez, pour l'instant, regardez, on a fait 3 pages concrètement. Sur les 3 pages en question, vous avez bien remarqué, hein, pour l'instant, et on a attaqué depuis le début, on n'a encore pas du tout abordé les dynimes. On ne sait pas pour l'instant, on ne sait rien. C'est que forcément, il y en aura. Khazak. Si j'ai distingué en 3 catégories, c'est qu'il y a nécessairement des différences. Sinon, ça ne me sert à rien. Ok. Mais pour l'instant, je ne sais pas lesquelles. Je ne sais pas. On doit attendre. On a parlé de remboursement. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'il y a eu des choses où la Gemara elle-même nous avait déjà donné un tuyau. Ça, la Gemara nous a donné le truc de Tam et Mouad, c'est la Gemara elle-même. Mais sinon, en dehors de ça, on ne connaît rien. On connaît rien, on découvre, on avance. Sur cela, il limite au Donc, à propos du taureau, les 3 avotes du taureau, eh bien, à propos des 3 avotes du taureau, les toladot ont le même dîne que les avotes. Cornes, dents et pattes, les toladot ont le même dîne que les avotes. Ok. Khazak. Donc, toujours l'instant, je ne sais toujours pas de quel cas Rav Papa parle. On va mettre la charrue avant les bœufs, si je puis dire. On va avoir des cas où les dérivés n'ont pas les mêmes lignes que les avotes. Rav Papa. Il a dit qu'il y a ça. Rav Papa, c'est pas n'importe qui. Ouais. Si Rav Papa t'a dit il y en a, c'est qu'il faut qu'on les trouve. D'accord, il faut qu'on les trouve. Il faut les trouver. On y va, on avance. Pour le moment, on n'a pas trouvé. On avance. Il tient à son âme. Ouais. Alors, Vechika Amar Rav Papa. Vechika Amar Rav Papa. Vous l'avez ou pas? Vechika Amar Rav Papa. Atolada des bords. Donc si le shor est déjà passé, le deuxième dans la liste, c'est le puits. Le puits. C'est-à-dire, peut-être que c'est dans le puits que les toladot ont le même dîne que les avot. Alors la question, c'est quoi les dérivés d'un puits? Un puits, je connais. C'est quoi les dérivés du puits? Il y en a forcément. Ah, bien sûr qu'il y en a forcément, puisque si on a dit avot, c'est qu'il y a des toladot. Khazak. Alors on suit la Gemara. Tolda des bords maïhinihu. Les toladot de bord, quelles sont-elles? Ilema av asara vetolda tishra. L'otish activé, vélo asara activé. Ok, de quoi on parle ici? Écoutez bien. On utilise juste un Rashi, enfin on utilise un peu le Rashi pour nous aider. Il veut nous proposer quelque chose. Il veut nous dire, tu sais quoi? Quelle est la différence entre un Av et une Tolada à propos d'un puits? En réalité, la Tolada d'un puits, c'est un puits. C'est un puits. Mais, alors elle est où la différence? Pourquoi c'est une Tolada?
Peut-être que ce qui compte, c'est la profondeur du puits. Dans le passouk de la Torah, quand on nous parle du puits, on nous dit quoi? J'ai creusé un puits, un animal est tombé à l'intérieur et il est mort. C'est écrit comme ça. Il meurt en tombant à l'intérieur. C'est ça le dommage du puits. Du coup, la Gemara nous propose, peut-être que le have du puits, c'est un puits qui fait mourir. Et une tolada d'un puits, c'est un puits, Une margelle. exactement, qui fait blesse. casser une patte, qui blesse. Et donc, alors, et comment ça se concrétise ça en profondeur? Alors, la Gemara nous dit, un puits qui tue, c'est un puits de 10 tfachim. Il y a une mesure officielle, nos chachamim ont décidé, d'accord, on définit qu'un puits qui peut tuer, c'est un puits d'1 mètre de profondeur. À partir d'1 mètre de profondeur, l'animal risque de mourir en tombant dedans. 1 mètre. De l'eau? Ah non, on parle pas de l'eau. Non. Un trou, quand on dit un puits, c'est un trou, hein. Il n'y a pas forcément de l'eau. Un trou. D'accord? Un trou. Plein de scorpions. Ouais, exactement. Ouais. D'accord? Un trou. 1 mètre. 1 mètre. 10 tfachim. À partir d'un trou de 10 tfachim, si l'animal tombe sans faire attention, il risque de mourir. Enfin, l'animal ou l'homme. Ah, Quel attention. animal? L'animal, je sais pas. taureau qui va- Bah, le passouk. Le passouk qui parle. Il est où le passouk? C'est un taureau qui va tomber dans un puits d'un Ça ne s'adresse- Pourquoi pas? Parce que c'est une patte, un truc. Si c'est un aveugle. Sur la tête. Si c'est un Un aveugle. chat, je suis pas qui sûr n'a qu'il de- meurt. Si c'est un aveugle. qui Non, n'a mais pas on parle pas. L'homme, ce sera spécial. On verra. On arrivera à tout ce qui est les dégâts de l'homme, on y arrivera. Pour l'instant, on parle le passouk. sur l'homme. Le passouk. Un âne, voilà, tu te promènes avec un âne. Imagine. Non, mais moi j'imagine un cas, parce que vous imaginez un puits tout petit. Je sais pas, ça dépend de comment il tombe. Bah ouais, c'est pas forcément un petit puits comme ça. C'est pas forcément un petit trou. C'est pas juste la patte qui est tombée dedans. Imaginez le trou est un peu large, d'accord? En tombant, il se cogne la tête en tombant sur la partie haute du trou, d'accord? Même si c'est pas très profond, en tombant, tac, il s'est donné un coup, tac, il est mort. L'animal, il abîme le trou. On revient à la case départ. Alors, je vous donne le passage. Est-ce que ce qui compte, c'est la dimension qui peut faire tuer, ou est-ce que c'est la réalité? Ah, pas mal. On y arrive une seconde. Alors, je vous donne d'abord le pasouk. Le pasouk, il est là. Elle dit la dimension qui peut tuer, C'est 1 mètre. est-ce que c'est la dimension ou C'est ça, le sous-entendu. Le sous-entendu de la question, c'est très bon. Et dis-moi, et si il est mort à moins de 1 mètre de profondeur, il se passe quoi? S'il n'est pas mort, Ou inversement, s'il ne meurt pas alors qu'il y a plus que 1. Alors, s'il ne meurt pas, s'il y a plus que 1, tu peux pas imaginer qu'on va te rendre responsable de la mort alors qu'il n'est pas mort. D'accord? Alors, je vous donne le pasouk. Voilà, c'est toujours mishpatim. Mishpatim. Alors, je vous donne le pasouk. Voilà. Ça va, là. Vechi yiftar ish bor. Si un homme ouvre un trou, un puits, yiftar, il ouvre. D'accord? On va mettre Gimel, je vous trouve le rachi avec. Trou. Il fait un truc. Hein. Ouais, mais ça s'appelle ça. Ah, c'est-à-dire il a creusé profond. Et qu'un animal tombe à l'intérieur, alors qu'il n'a pas recouvert et qu'il n'a pas protégé son trou, Baal abor yeshalem, kesef yashilivalav, vehamet yelo. Le propriétaire du trou devra rembourser au propriétaire, et Hamet et le mort, donc le cadavre, lui appartiendra. On ne sait pas à qui, pour l'instant, ce sera un autre sujet. Le passouk qui dit, le cadavre lui appartiendra. C'est pas clair. Appartiendra à qui? Au propriétaire premier ou au propriétaire du trou? Ce sera une question, on l'abordera. Ah oui, bah exactement. Mais il peut vendre. vous pouvez la recommencer. Bien sûr. Qui yiftar ishbor? Si un homme ouvre un puits, un trou, o yiche ishbor velo yechasenu, ou bien qu'un homme creuse un trou et qu'il n'a pas recouvert, donc il n'a pas protégé. Venafal shama shor o chamor, et qu'un âne ou un bœuf tombe à l'intérieur. Baal abor yeshalem, le propriétaire du trou devra payer. Kesef yashili valav, avec quoi tu payes? Avec de l'argent que tu devras donner au propriétaire. Vehamet yelo, et le mort, le cadavre, sera à lui. C'est quel Shomot?
Mishpatim. Pourquoi je vous ai posé la question? Ouais. Parce que en mon t-shirt que je suis, c'est pas ce qui On n'en doute pas. c'est pas ce qui a marqué là. Ah Vas-y. Il est marqué que le verset déclare que le cadavre appartient à son propriétaire original. ah. Ok, j'ai pas voulu rentrer là-dedans volontairement. Ah, je vais au bout. Le original, je le veux pas pour l'instant. Laissez-moi aller au bout. Ok. Et que celui qui a creusé le trou paye la différence entre la valeur. Ah, pas. Attends, Stop. on n'est pas là-dedans. Vous êtes déjà dans les commentaires. Vous êtes déjà dans les commentaires? Non, moi je suis dans le passouk. C'est la traduction. Non, c'est pas la traduction, c'est pas vrai. Ah bah d'accord. C'est une traduction éclairée. C'est une traduction éclairée. Si? Et Il n'y a aucun endroit. Ah, à aucun endroit il y a écrit. Tu donnes la différence, il y a écrit tu payes. Va chercher les mots. D'accord, mais c'est une traduction déjà éclairée. Tu mets dans les commentaires. Là. Et on peut pas. Bon, messieurs de la discipline. On peut pas, avancer comme ça. impossible. Parce que là, vous allez déjà déflorer la suite, et ça on peut pas. Bah oui. Donc là, l'animal, il a dit. Donc là, ici, Rashi, C'est pas la traduction. Rashi, on a besoin. Regardez ce que dit Rashi. Donc, histoire de Iftar Ish, vous avez posé une bonne question. Il a ouvert un trou. Ça veut dire quoi, il a ouvert un trou? C'est pas l'expression qu'il faut. On a creusé un trou. Ça veut dire quoi, il a ouvert un trou? Rashi nous dit, soit Yirreish, c'est quand tu as creusé un trou, soit c'est un trou qui existait déjà, et toi tu l'as découvert. D'accord? C'est pas toi qui as creusé. Ne vas pas me dire, ah ouais, mais j'ai pas creusé. Non, c'est pas un problème de creuser. C'est un problème, exactement, que tu as remis à jour un trou. Que ce soit toi qui l'aies creusé ou un trou que tu as récupéré, peu importe, c'est pareil. Rachi est fort. Exactement. Ensuite, On a besoin de le dire. et que tu l'as pas couvert, donc ça c'est pour nous dire que tu as la responsabilité, ok. Shor au chamor, un âne ou un bœuf ou un âne, ou adin lechol behema vechaya. On commence pas à me dire, il y a écrit un bœuf, un âne et pas le reste. Rachid te dit, c'est un exemple pour venir inclure tous les autres animaux domestiques et sauvages. Chez Bechol Makom, chez Neymar, Shor Vachamor, à nous les Médim, Oto, Shor, Mishabat. Chez Neymar, les Magnes, Yanouar, Shorecha Vachamorecha. Très beau Rashi en passant, toujours bon à prendre. Et nous dit, à chaque fois qu'il est écrit dans la Torah comme ça, Shor ou Chamor, il faut se référer au Shor dont on parle à propos du Shabbat. Quand on te dit, ton taureau n'a pas le droit de travailler. Est-ce que là-bas, ça veut dire que ton taureau? Certainement pas. D'accord, c'est tout le reste, tous tes animaux, etc. Et bien là, c'est pareil. Quand la Torah te dit Shor au Chamor, c'est une façon de parler pour te dire que c'est tous les animaux, quoi. S'il y a un animal qui tombe là-dedans, eh ben tu es responsable. Bien. Baal Abor, le propriétaire du trou, Baal Atakala. Pourquoi c'est lui qui paye? Parce que c'est lui le responsable de l'obstacle. D'accord? Afalpi she'en abor shelo she'asu birshut harabim asaou akatuv be'alav litrayev alav benzakav. Très intéressant ça aussi. On dit, attends, mais dis-moi, ce trou il est où? J'explique la question. Si j'ai un trou dans mon jardin et que l'âne du voisin est rentré je sais pas comment dans mon jardin et qu'il est tombé là-dedans, il est mort. Je suis pas responsable. Je vais dire au gars, dis-moi qu'est-ce qu'il fait chez moi? Domaine privé. Ok, donc quand c'est dans un domaine privé, le trou ne fonctionne pas. Enfin, c'est pas un dommage. D'accord? Le source de dommage du trou, c'est seulement dans le domaine public. Au contraire, c'est-à-dire c'est celui qui a violé l'espace privé qui va devoir payer quelque chose s'il a détruit quelque chose. Donc la question qu'on pose, c'est mais ce trou-là, du coup, il appartient à qui dans la rue? Si c'est quoi le cas? Tu vas dans la rue, tu creuses un trou. Mais ce trou-là, il appartient à qui? C'est pas parce que tu as creusé le trou que le domaine t'appartient. C'est pas à toi ce truc-là. Tu as creusé un trou. Si tu dis, c'est ça la difficulté, si tu dis que le trou il t'appartient, du coup c'est un domaine privé, qu'est-ce qu'il fait là le taureau? Donc il faut un trou qui soit dans le domaine public, mais il faut quand même qu'il ait un propriétaire ce trou. Il faut qu'on identifie l'auteur. Hazak. Donc qui est le propriétaire? C'est celui qui creuse. D'accord? Oui. Celui qui a créé. Celui qui est responsable. Celui qui est responsable. Il y a un trou existant. Si c'est un trou existant, quelqu'un l'a creusé ou pas?
Oui, mais on ne fait pas. Ah bah quoi? Alors c'est la municipalité. La municipalité a un devoir de recouvrir les trous du domaine public. D'accord, donc je suis responsable si c'est moi le maire. D'accord, maintenant, si c'est pas la responsabilité de la municipalité, c'est le monsieur qui a creusé le trou. Si je suis, c'est moi qui ai une Razak, eh ben vous êtes responsable. Voilà. Razak. Pourtant vous n'êtes pas le propriétaire. Vous n'êtes pas propriétaire du trou. Parce que c'est des égouts. Mais c'est vous qui avez ouvert le trou. D'accord, Yiftar Ish Bor, tu as découvert un trou. Le trou est déjà existant. D'accord, mais c'est voilà. Au niveau de la responsabilité, c'est toi qu'on va aller voir pour aller rembourser. Et si c'est la municipalité qui a sous-traité à une entreprise de BTP, Razak, alors là, du coup, il y aura les. peut y avoir Exactement. une cascade Exactement. de responsabilité. Exactement, on est d'accord. Ok. Donc, on parle d'un animal qui est mort. On est bien d'accord. C'est un animal qui est mort. On ne parle pas d'une blessure. Donc, on déduit de ce verset-là que le Hav, le chef de catégorie trou, parle d'une mort, d'un animal qui est mort à cause de mon trou. Donc, à partir de dit Fahim, nos Chachamim estiment que c'est suffisamment profond pour provoquer une mort. s'il ne meurt pas, c'est pas grave. S'il ne meurt pas, alors je ne paye pas. Enfin, je payerai que les dommages, mais pas la mort. Ok. Maintenant, si j'ai creusé 9 tfachim, mais pas 10. Non, ah oui, et que l'animal meurt. Je fais quoi là-dedans? Je paye ou je paye pas? Hein? C'est une tolda. Chazak, l'Agmara veut nous dire, c'est une tolada. À 10, c'est le Hav. À 9, c'est une tolada. Peut-être, hein, c'est ce qu'elle propose l'Agmara. Donc regardez maintenant dans les mots. Tolada des bords maïnihu. Donc on repose la question. Les toladotes de bord, quelles sont-elles? Ilema av asara vetolda tishra. Peut-être que ta première réflexion, ça serait de me dire, le Hav c'est 10 et la tolada c'est 9. La Gemara elle rejette tout de suite ça. Elle dit commence pas à rentrer là-dedans parce que l'otishra activé, asara activé. Parce que la Torah, elle n'écrit pas ni 10 ni 9. C'est toi qui estimes qu'à 10 on peut mourir, qu'à 9 on ne peut pas mourir. C'est toi qui fais ce truc-là. Mais nous on veut des sources de la Torah, donc entre la Tolada et le Hav. Donc commence pas à me dire ça dépend de la profondeur. À aucun moment dans la Torah on te parle ni de 10 ni de 9. Autrement tu peux dire 12 et 15. Exactement, alors quoi, on peut imaginer toutes sortes de dimensions, de profondeur. D'accord, ça n'a pas de sens, ça ne tient pas la route, dit la Gemara. Ni le 9 ni le 10 ne sont dits explicitement par la Torah. Si encore c'était dit, si on te disait à 10 dans la Torah, on meurt, waouh, je comprends que ça c'est le Hav. Et donc peut-être qu'à 9 c'est un Tolada. Mais on ne te le dit pas. C'est juste une déduction humaine ça, de dire que 10 c'est une mort et à 9 on ne meurt pas. Ah, la kasha. Ah, l'okashia. Alors on dit, non, c'est bon, je vais quand même réussir à trouver dans ce sens-là. Ve'amet yelo, amar rachamana, ve'kim lehu le rabanan, asara avdan mita, tishra nezikin. Avde, mita, lo avde. On dit, mais attends, alors, ok, j'ai un autre truc. C'est vrai que 9 et 10, c'est pas écrit dans la Torah. Bien. Mais il y a quand même écrit quelque chose. La Torah nous dit, ve'amet yelo. Le cadavre lui appartiendra. C'est pas qui c'est lui. Peu importe pour l'instant. Mais en tout cas, on parle de cadavre. Sous-entendu, la Torah me parle d'un trou qui commet une mort, qui entraîne une mort. Et sur ce pasouk, les Chachamim interprètent, mais au nom de la Torah, les Chachamim interprètent au nom de la Torah qu'un trou qui peut entraîner la mort, c'est un trou de 10. Chazak. De la même façon que les Chachamim viennent interpréter des tas de psukim pour te faire comprendre le contexte dont on parle, etc. Et que leur interprétation ne s'appelle pas Chachamim, mais s'appelle Torah. C'est un truc important ça. C'est un truc très important qu'on dit. Il y a des choses, il y a des cas où les Chachamim interviennent pour nous expliquer. Pourtant, certaines de leurs explications seront considérées comme étant d'ivrei Torah, parole de Torah, bien que ce soit eux qui le disent. Et certaines explications s'appelleront d'ivrei Chachamim. Titre d'exemple, le plus classique, à propos de Shabbat. À propos de Shabbat, les 39 travaux du Shabbat, ils ne sont pas écrits dans la Torah. On est bien d'accord, ils ne sont pas écrits. Qui va nous donner la liste des 39? C'est les Chachamim. Mais est-ce que la liste des 39, elle est considérée comme étant interdite par la Torah ou par les Chachamim?
Interdit par la Torah. Mais pourtant, c'est les Chachamim qui vont donner la liste. Oui, mais c'est les Chachamim qui viennent t'expliquer la Torah. Quand les Chachamim viennent te donner le sens de la Torah elle-même, ça s'appelle parole de Torah. Quand les Chachamim viennent rajouter des choses, faire des barrières, etc., ça s'appelle parole de Chachamim. Donc ici, il y a écrit « le mort sera à lui ». Le mort sera à lui. À partir de combien on meurt? Je ne sais pas, c'est pas écrit. Les Chachamim, ils viennent, ils disent c'est à partir de 10. Mais attention, c'est pas nous qui disons ça. La Torah veut te faire comprendre que c'est à partir de 10 qu'on meurt. C'est parole de Torah. Donc, parole de Torah. Non, ou bien qu'ils ont fait des statistiques sur 50 ans d'accidents. D'accord, et donc la Torah estime que, voilà, des cas, et qu'on peut estimer que la Torah considère que c'est à partir de... C'est pas écrit. Donc. Exactement, c'est pas écrit. Mais nous, on imagine, on considère, Khazak, on considère par une expérience que 10 tfachim, c'est 1 mètre, c'est une mesure qui est convenable pour pouvoir entraîner la mort. Mais qui le dit? Ça sort de la bouche des Chachamim, mais ils ne font qu'interpréter la Torah. C'est ça, c'est exactement. Compliqué, là, c'est très complexe. Non, parce que là, lorsqu'on lit ce verset, oui, bien sûr. C'est juste factuel. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de déterminer une dimension là? Parce qu'on lit ce verset. Parce que ça va être important. Parce que si la mort, si la bête elle meurt dans 8 tfachim. Non, mais ça je serai responsable ou pas? On a déterminé les 10, mais lorsqu'on lit juste le verset. Ah, Khazak, effectivement, quand je lis les versets sur le Shabbat, à aucun moment je découvre que écrire c'est interdit. Il y a une logique qui était. Et si, c'est pareil. Qui va me le dire? C'est les Chachamim qui vont faire des déductions en disant tiens, c'est rapproché à la construction du Mishkan. Alors, puisque pour le Mishkan on avait besoin d'écrire, alors pour le Shabbat c'est aussi interdit d'écrire. C'est un truc c'est les Chachamim qui font cette déduction-là. Et pourtant, ils vont nous dire attention, ça c'est une déduction de la Torah. C'est une déduction de la Torah. C'est une déduction, mais c'est nous les Chachamim qui faisons la déduction, mais ça s'appelle parole de Torah. En utilisant d'autres exemples dans la Torah qui peuvent leur permettre de répondre à leur... Non, pas toujours. Non. Pas toujours. Là, ici, c'est Torah orale. C'est ce qu'on appelle la Torah orale. C'est quoi la Torah orale? C'est quoi la Torah orale? C'est les interprétations des Chachamim qu'on appelle Torah orale. Ouais. C'est la Torah. Tu es obligé à partir d'un passouk elliptique. Pourquoi il y a une partie qu'on appelle Chachamim? Chazak. Quand c'est un rajout, une barrière, une protection, ça c'est Chachamim. La liste des travaux, oui. C'est une explication, mais c'est bien un rajout par rapport à la Torah. C'est déjà un rajout. C'est pas un rajout. Les Chachamim te disent non, c'est pas un rajout qu'on est en train de faire. On est en train de te dire ce que la Torah est en train de te dire. C'est-à-dire, c'est la Torah orale. C'est ça la Torah orale. On vient t'expliquer la Torah écrite et les déductions de la Torah écrite qu'il faut faire. Pas en tant que Chachamim, en tant que Torah orale. Il faudrait donner un exemple de divrei Chachamim. On avait parlé du fait de manger 30 grammes de kazaït à Kippour. Et à un moment, vous avez dit l'année dernière que les Chachamim ont dit non, il ne faut pas manger du tout à Kippour. Alors que la Torah, elle t'avait dit, jusqu'à 30 grammes, ça s'appelle pas une consommation. Voilà. Exact. Parce que c'est des barrières que. Exactement. Il y a une barrière, ça c'est les Chachamim, et il y a l'essence de la Torah et son explication, qui s'appelle Torah écrite, Torah orale. Mais c'est la Torah. D'accord, donc c'est vrai que c'est un peu complexe, parce que du coup c'est la bouche des Chachamim qui parle, et pourtant ça s'appelle Torah. C'est pas une takana, c'est pas une... Non, c'est pas une takana. C'est exactement, c'est le... Qui est complètement logique dans le passouk, puisque la personne va être plus responsable s'il met plus en danger en fonction de la profondeur du trou. Donc c'est logique. Ouais, vous aviez une question? Oui. Pour les mercredi de Shabbat, si vous avez fait le parallèle, c'est un peu comme si on nous disait, au regard des travaux du Mishkan, on avait déduit qu'on ne pouvait pas écrire, mais qu'on ne pouvait pas écrire de faire un trait de 10 tfachim. Vous voyez ce que je veux dire? Non, parce que dans l'écriture du Mishkan... Ça nous aurait gêné. Ah oui, effectivement, ça nous aurait gêné. Oui. Parce que dans l'écriture du Mishkan... C'est pas interdit d'écrire si tu écris avec la main gauche, si tu fais comme d'habitude. Parce que l'interdit du Mishkan... Parce que l'interdit du Mishkan, qui était la référence, c'était l'écriture. D'accord, c'est l'écriture, une vraie écriture. C'est vrai ou pas? Maintenant que tu me dises que sur un trou, il y a une histoire de profondeur, c'est logique. De la même façon que l'écriture, c'est une écriture logique, le trou, ça joue sur une profondeur pour entraîner une mort. Non, ça c'est pas pareil. Ah oui, c'est pas pareil. C'est pareil, écrit un. De quoi? Quoi Pourquoi on n'a pas fait oui. C'est mouxé, le trou? Ah ouais.
il tue ou il tue pas. Razak. Pourquoi on n'a pas fait Eh ben c'est quoi un trou qui tue ou un trou qui tue pas? Les Chachamim viennent te dire. besoin d'une mesure. Mais parce que imagine t'as fait un tout petit trou. C'est ça. Il tue ou il tue pas. C'est ça, c'est là. Mais dis-moi. Mais c'est pas par rapport à la responsabilité du propriétaire, de celui qui l'a ouvert. S'il ouvre quelque chose qui est très profond, il a d'autant plus de responsabilité que s'il ouvre quelque chose qui n'est pas très profond. Dis-moi. Tu es obligé de définir une limite. T'as fait un trou de 10 cm dans le sol. Rien. Et il y a un animal qui est tombé là-dedans, je sais pas comment il s'est pris, il est mort. On va aller sur sa patte à porte, on dit hey, monsieur, tu dois payer mon animal. Tu vas dire mais attends, mais moi quand j'ai créé un trou de 10 cm, à aucun moment quelqu'un peut mourir dans un trou de 10 cm. Lui, ton animal, t'as pas de chance, je suis désolé, qu'est-ce que je te dise? T'as pas eu de chance. Mais moi, je n'ai pas le devoir. Mais le mec qui creuse un trou même de 10 cm, il doit s'assurer de le recouvrir ou en tout cas de ne pas le laisser. D'accord. Mais de quoi en arriver à payer l'animal qui est mort? Non. L'animal n'est pas censé mourir dans 10 cm. très fort dans le sol, ça fait un petit truc comme ça. D'accord. L'animal n'est pas censé mourir dans 10 cm. Si tu conduis ta voiture à 180 à l'heure et que tu tues quelqu'un, tu es beaucoup plus fautif que si tu le fais à 12 km/h et que tu... Et bon, voilà. D'accord. Le policier il va dire mais à combien vous rouliez, monsieur? Bah, j'étais dans la limite. Ok. D'accord, il y a eu un accident, bon, vous n'avez pas morte, mais il y a eu un accident. Il y a une limitation de vitesse, elle est dite Fahim. D'accord, si par contre tu as roulé à... la limitation de vitesse. Non, ils l'ont tiré. C'est la Torah orale. Le code civil, c'est pas la Torah, parce que toute l'histoire, elle est que les mecs qui mettent des panneaux... Vous énervez pas. La limitation de vitesse, c'est des hommes... au nom des hommes pour les hommes, alors que là on nous dit... C'est au nom de Dieu pour les hommes. Non, là on nous dit c'est Mina Torah. Exactement, oui, Si Mina Torah. Et donc regardez, regardez dans les mots, encore une fois. Allez, on avance. Regardez dans les mots. L'okashia, c'est pas difficile. C'est vrai que c'est pas écrit, ni 10 ni 9, c'est vrai, mais c'est quand même pas difficile. Pourquoi? Ve'amet yelo amarachamana, parce que la Torah, elle parle quand même d'un mort. Ve'kim lehu, kim, c'est ça le mot qui est essentiel. Ve'kim lehu, et les chachamim l'ont établi. Ils ont établi qu'un animal peut mourir à partir de 10 tfachim. Avdan mita, ça peut causer une mort à partir de 10 tfachim. Tisha nezikin avde, mita lo avde. À 9 tfachim, ça peut causer des dommages, mais pas une mort. À 9, c'est des dommages. Jusqu'à 9, c'est des dommages. À 10, ça peut causer la mort. Alors la Gemara, elle dit, sauf, ze avlamita, ve ze avlanezikin. Elle dit, non, mais tu t'en sors pas de dire ça. De dire, donc tu voudrais dire que 10, c'est le Av, et 9, c'est la Tolada. C'est ce qu'on veut dire. Oui. On dit, mais non, ça tient pas. Parce que si tu me dis qu'à 10, c'est la mort, et qu'à 9, c'est aussi la mort, alors on aurait pu imaginer Av et Tolada avec le même din. Non. Non, 9, c'est pas la mort. Non, si tu m'avais dit que à 10 c'est la mort, que la Torah dit à 10 c'est la mort, et que nous les Chachamim on vient te dire à 9 c'est aussi la mort, alors ça aurait été une Tolada du 10. Mais pourtant c'est pas ça que tu es en train de me dire. Tu es en train de me dire qu'à 10 c'est la mort, et qu'à 9 c'est une blessure. Donc concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire que 10 c'est un Av pour mourir, et 9 c'est un Av pour une blessure. Ce sont deux Av. Chazak, ça serait deux Avot, ça serait pas une Tolada. Du coup, j'ai pas trouvé de Tolada. Donne-moi une Tolada d'un puits. J'ai pas le Tolada de puits, je sais pas c'est quoi, Tolada d'un puits. Est-ce que tu m'as donné un autre exemple d'un puits? Un puits qui souffre, qui fait une souffrance. D'accord? J'ai une réponse à ça. À quoi? Si vous permettez. Bah oui. J'ai peut-être complètement tort, mais la Tolada, il faut qu'elle soit écrite dans la Torah. Ah non? Non, c'est le Av qui est dans la Torah. C'est ça. Pardon, c'est le Av. Le Av, il faut qu'il soit écrit dans la Torah. Excusez-moi, je suis fatigué. Si je pensais. Oui, le Av doit être écrit dans la Torah. Oui. Le Av qui est écrit, c'est Met. Chazak. Donc si c'est le Av qui est Met, donc on a le Av et on a la Tolada. Oui. Ouais. Mais pourquoi on ne peut pas dire c'est le mot Met, en fait. C'est le mot Met. Oui. Ah, 9 de Tolada de Met? Ouais. Parce que les Chachamim ont établi que c'est à 10 que tu meurs, pas à 9. Oui, mais si il y a un cas où on meurt à moins de 10. Donc c'est un Av aussi. Non, Est-ce que ça veut dire quelle serait la responsabilité
sur un puits de 9 si l'animal meurt. Non, parce que tu peux rentrer. Là, pour l'instant, c'est que je ne suis pas responsable. Non, parce qu'il lui rentre dans une. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable. S'il meurt à 9, je ne suis pas responsable. Ici, Ça forcément. a dit que je suis responsable. C'est ta question tout à l'heure. Forcément, si les Rabbamim ils ont dit ça, c'est qu'ils ont intégré l'idée que c'est une moyenne, si tu veux, en fonction de tous les éléments. Il y a des éléments. Exactement. Que à partir de 10 qu'on peut mourir, quoi. Voilà. Exactement. La responsabilité de la mort. Tu es obligé de mettre un nom. Alors, donc du coup, j'ai toujours pas Tolda de. Moi, je suis pas d'accord. Mais si la blessure, elle entraîne la mort. Alors, ça s'appellera une mort. C'est mort. Ça s'appellera une mort. Vous avez bien dit tout à l'heure en préambule que la Tolada du puits, Non, c'est ce qu'on a proposé. On a proposé, mais ça tient pas la route, j'arrive pas à m'en sortir. Parce que c'est le même din. Alors, on repose donc la question. Alors, c'est quoi une tolada de puits? Et là, alors là voilà. Et là, on est 3 lignes avant la fin. A Avano, Sakino ou Masao. Sheinichan Birshut Arabim, Veiziku. Voilà les toladas de puits. Avano, j'ai une pierre à moi, ma pierre, ou bien mon couteau, ou bien ma charge, que j'ai mis en plein milieu de la route. Et quelqu'un tombe là-dessus, il se casse la tête en tombant sur la pierre, il s'est coupé avec le couteau que j'ai laissé sur la route, ou avec la charge que j'ai laissée. D'accord? Donc du coup, ça, c'est une tolda de puits. Pourquoi? Parce que c'est quoi le puits finalement? Rappelez-vous comment on l'avait défini. On avait dit c'est un obstacle dangereux dans le domaine public qui ne bouge pas tout seul, mais c'est l'endommagé qui va vers l'endommageur. Eh bien finalement, c'est ça, voilà, j'ai les dérivés. Je mets mon couteau, imagine j'ai un couteau, je le mets dans la rue. Quelqu'un se blesse En marchant dessus. C'est une tolada. C'est une tolada de quoi? De puits. Je commets un dommage à cause de mon trou que je suis en train de mettre ou de mon couteau que je suis en train de poser. Il s'ensuit une blessure. Un puits que j'ai creusé, c'est un acte volontaire. Ah oui, est-ce qu'on Eh ben, mon couteau. Non, un couteau que j'ai qui est tombé. On ne sait pas. Une blessure. Razak, Elle est tombée. Comme tout à l'heure, le short. j'ai pas fait exprès d'ouvrir le puits. Razak, je suis quand même responsable. Parce que, pourquoi? Rappelez-vous l'expression de la Mishnah qui revient tout le temps. Shmiratan alecha. Voilà. Tu as le devoir de surveiller. Quand tu te balades avec un couteau, tu as la responsabilité de surveiller ton couteau. Qui blesse. Je dis pas que tu es coupable, mais tu es responsable. Tu es responsable d'avoir laissé tomber ton couteau. Il n'a pas fait. Une blessure, même pas la mort. même pas la Même pas la mort. C'est pour ça que le terme est écrit Veziku. Il a commis un dommage. Ouais. La notion qu'on a évoquée de profondeur. Oui. Dans Israël, les couteaux. Chazak. Donc il y a le puits. Depuis un mois, ça Exact. Avec 10 qui donnent la mort et 9 qui donnent des dommages. Ça, c'est le puits. Et il y a les dérivés, c'est le couteau, la charge que je mets dans le domaine public. Les Israéliens mettaient le couteau dans les mains une fois qu'ils ont tué ces gens-là. Ouais. On a vu Oui. les caméras. Tu as vu les fameux plans? Tu as des caméras de surveillance. Quand la dame elle donne son passeport, on a vu. Oui, bien sûr, parce que c'est ma bête. Et là, quand on parle du bord, c'est à ce moment-là, il est plus responsable de la bête qui va vers le bord. Ou est-ce que je veux dire Je suis responsable de protéger mon trou. Ou de mettre une pancarte, trop dangereux. De quoi Je parle du propriétaire de la bête. Ah, vous parlez de celui qui est endommagé? Oui. Celui-ci, quand c'est lui, quand c'est sa bête qui est encore, qui mord, etc., C'est lui qui est responsable. Trouver tolada. Ok. vous devez faire attention à Bon, votre bête. mais là, En l'occurrence, celle qui est endommagée, la bête. J'ai compris. C'est pas la source du dommage, la bête, dans ce cas-là. Il est en train de dire, il est en train de dire qu'en fait c'est le propriétaire du taureau qui est responsable parce qu'il a laissé traîner son animal. Ah, Mais non, pas dans le domaine public. Quand je suis dans le domaine public, il n'est pas censé y avoir des trous. Moi, propriétaire de taureau, quand je marche dans le domaine public avec mon taureau, j'ai une responsabilité de faire en sorte que mon taureau ne commette pas de dommages, mais je n'ai aucune responsabilité quand il est endommagé.
On peut pas dire que je suis responsable que mon taureau il est ce soir. On roule dans des routes où c'est sécurisé, il n'y a pas de... Non, parce que le domaine public, le Réchout Arabim, il doit être sécurisé. C'est toi qui as creusé un trou qui est responsable. C'est pas moi qui me suis baladé avec mon taureau. Mon taureau est dans un domaine public. Or, dans un domaine public, je suis pas censé trouver un trou. C'est pas sa place dans le domaine public. Donc du coup, c'est toi qui l'as creusé qui est responsable. Mais moi qui me suis baladé avec mon taureau, je suis absolument pas responsable. J'ai pas le devoir de regarder où il marche par rapport au trou. J'ai le devoir de surveiller qu'il ne commette pas de dommages, mais pas qu'il ne soit pas endommagé. J'ai compris. Là, on parle d'un domaine public qui est dans une ville, mais pas à la campagne, entre deux villes. On parle d'un domaine public entretenu avec sur lequel il y a du passage. Sur lequel il y a du passage. Voilà, c'est ça. Il y a